La FFSP vous présente la grande interview. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle saison de la grande interview d'Agora News Sécurité. La grande interview, c'est votre rendez-vous avec les acteurs principaux de votre univers. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claude Tarlet. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes président de la FFSP, qui n'est pas la Fédération des sports populaires, qui existe bien, mais la Fédération française de la sécurité privée, qui rassemble, on va dire, la quasi-totalité des organisations patronales de la sécurité. Alors, beaucoup voient votre organisation, la FFSP, comme rivale et faisant concurrence quelque part au GES. Alors, 2 points. Tout d'abord, la Fédération française du sport populaire, belle image. Ouais. J'aurais pu naturellement penser à la Fédération française des sapeurs-pompiers. Aussi. Il ne reste pas moins que cette belle famille de la sécurité privée est exigeante. Et elle présente parfois des côtés un peu sportifs. Et je dois dire, pour être très engagé depuis longtemps, qu'il faut de l'endurance. Et de ce point de vue, votre image n'est finalement pas si lointaine de la réalité. On voit que vous avez déjà le rythme, ce qui est bien pour faire du sport et pour les combats que vous avez à mener et que vous allez mener. On en parlera d'ici quelques instants. Justement, quel sera le rôle de la FFSP pour se démarquer et aussi, quelque part, compléter le GES? Parce que c'est le but. Le but, c'est qu'il n'y ait pas deux entités qui soient opposées, qui ne se parlent pas. C'est qu'il y ait de la communication, de l'échange et que chacun puisse faire avancer l'ensemble sécurité. La Fédération française est née en 2013. Elle existe depuis de très nombreuses années, bien avant que le processus qui a conduit au rapprochement entre le SNES et l'USP ne voit le jour. Nous ne sommes pas du tout sur le même terrain. Depuis l'origine, la Fédération rassemble des métiers très différents qui couvrent à la fois le champ réglementé et le champ libre. Nous sommes porteurs en réalité de la filière économique de la sécurité dans sa globalité. Le groupement des entreprises de sécurité, je l'ai voulu. J'ai, avec tous mes amis, tout fait pour que cette unité puisse se réaliser. Et je lui souhaite, bien évidemment, de réussir, car nous avons besoin, c'est une exigence, d'une organisation dans la surveillance humaine qui puisse porter un certain nombre de projets et qui soit en capacité aussi de trouver sa place dans la sécurité globale. Et c'est en cela que la Fédération va apporter une originalité. Nous sommes, nous, convaincus que la sécurité est au cœur de la compétitivité et au cœur de la croissance des entreprises de ce pays. On ne peut plus traiter le moindre segment économique aujourd'hui sans poser quelque part le problème de la sécurité. Les entrepreneurs, quels qu'ils soient dans le champ couvert par la réglementation, c'est-à-dire soumis au contrôle du CNAPS, ou qu'ils soient dans des champs qui ne le sont pas, l'intelligence artificielle, la cyberintelligence, les installations, les nouvelles technologies, la robotique, les drones, bref, autant de milieux dans lesquels il y a aujourd'hui de la croissance et de vrais moteurs de compétitivité. Le secteur de la surveillance humaine est précieux parce qu'on ne fera rien demain sans une combinaison intelligente entre, bien évidemment, ceux qui pensent, imaginent, conçoivent, les technologies et les ressources. Mais c'est quand même un secteur où la concurrence est d'une telle violence depuis des années, tellement exacerbée, qu'il est malheureusement dans une situation que je qualifie parfois de métastasée. À côté de ce secteur, il y a des segments qui sont en pleine évolution et qui créent de la valeur. L'objectif de la Fédération, permettre la convergence entre l'intelligence, les technologies, les ressources, et créer de la valeur globale au service des entreprises de ce pays. Alors, à propos de convergence avec le GES, il y a peut-être quelques dissensions. Vous avez déclaré En toute sécurité du mois de juillet, je vous cite, sur l'adhésion du GES à la Fédération, il existe des réticences ou des interrogations. Des fantasmes sont véhiculés sur la Fédération ou sur ma personne, la vôtre. Quelles sont ces réticences et ces fantasmes ? Alors, je veux balayer tout cela parce qu'en réalité, je suis convaincu que nous sommes tous animés par l'intérêt supérieur de notre filière et que nous trouverons le chemin. Il y a, et c'est légitime, un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre très franchement. La fédération qui couvre tous les métiers que je viens d'exposer a-t-elle une ambition pour piloter le dialogue social ? La réponse est claire, non. J'ai au sein de la fédération plusieurs activités qui sont liées à des conventions collectives multiples. Il serait totalement irréaliste de penser que la fédération peut jouer un rôle sur le terrain social. Ce sont les chambres primaires, les organisations primaires, qui ont cette responsabilité. Le GES va hériter de manière naturelle de la représentativité qui était celle de l'USP et du SNES, et c'est donc au groupement de piloter le dialogue social dans la surveillance humaine. Jamais la fédération n'interviendra dans ce domaine. Deuxième question qui, effectivement, pouvait interroger, est-ce que la fédération va accueillir des adhérents directs, des entreprises
qui pourrait ainsi finalement constituer un pôle dont certains pensent, dans un imaginaire totalement irréaliste, qu'il pourrait s'opposer au GES. Pas du tout. Pas prévu. J'appelle toutes les entreprises de surveillance humaine qui veulent partager un effort collectif à rejoindre le groupement des entreprises de sécurité. Ce qui est vrai, c'est qu'au sein de la fédération, dans lesquelles vous allez avoir non seulement des organisations patronales qui regroupent les différents métiers, des organisations partenaires, nous en parlerons, qui vont représenter des métiers qui sont dans notre paysage, qui ont intérêt à collaborer avec nous. Et puis enfin, des universitaires, des chercheurs, des cercles d'études. Il y aura des entreprises qui vont apporter leur concours à des ateliers de réflexion qui vont produire des livrables, mais comme cela se produit dans de très nombreuses organisations. Donc ils viendront en appui, ils viendront évidemment pour apporter des idées de manière transverse. Nous y verrons aussi bien des gens qui viennent du monde de l'intelligence, des technologies et des ressources, mais en aucun cas pour créer un syndicat concurrent au GES. Je me suis battu pour l'unité depuis 3 ans. Ce n'est pas pour aujourd'hui créer les conditions de la division. Tous pour un pour tous. Tout à fait, c'est la condition du succès, Alexandre. Dans cette réelle nécessité de réaliser cette union des organisations patronales de la sécurité, dans la formation, les transports de fonds, la sécurité électronique également, vous en parliez un instant, puis on va le détailler tout à l'heure, quelles sont les prochaines étapes à court terme? Alors, la fédération va d'abord, dans les mois qui viennent, d'ici à la fin de l'année, présenter son organisation, vraisemblablement à la fin du mois d'octobre, son projet, et mettre en œuvre un certain nombre d'ateliers qui vont permettre de construire une réflexion partagée entre ces différents mondes, et surtout de produire des idées, et des idées qui puissent ensuite être mises à la disposition, non seulement des autorités de notre pays, mais aussi du marché. Et puis nous allons casser un certain nombre de codes. C'est-à-dire que je crois intimement aujourd'hui que pour être efficace, il faut que nous restions dans une dynamique de partage avec ceux qui achètent nos solutions, nos produits, nos services. Il faut mettre un terme à ce temps où les uns et les autres pleurent, soit parce qu'ils ne vendent pas assez cher, soit parce qu'ils considèrent que ce que nous proposons est trop cher, et que nous ayons une logique d'anticipation, c'est-à-dire que nous soyons capables, ensemble, de réfléchir à de nouveaux modèles qui vont permettre de créer de la valeur, mais qui sera partagée, dans lequel les uns et les autres pourront trouver leur intérêt. Et si nous restons les uns et les autres en silo, convaincus que nous ne pouvons nous rencontrer que dans des jeux institutionnels sans qu'il y ait véritablement le partage entre les entreprises, nous ne progresserons pas. Donc ça, c'est véritablement l'enjeu de la fédération, créer cette dynamique. Il est imaginable que les clients ne pleurent pas toujours parce qu'ils payent trop cher. Alexandre, il faut rêver. Et de l'autre côté du mur, il faut rêver. Nous vivons une période de rupture. Le marché qui s'ouvre devant nous dans les 10 prochaines années va être marqué par le développement de solutions neuves. L'intelligence artificielle est en train de pénétrer partout dans toutes les couettes de notre marché. Et par conséquent, il faut avoir une ambition. Cela veut dire que la fédération doit créer une équipe en capacité d'animer l'ensemble de ces métiers. Cette équipe sera constituée le 1er janvier 2020. Cette fédération doit avoir des réseaux qui lui permettent de communiquer, non pas contre les organisations professionnelles, qui restent maîtres chacune de leur destin, mais de favoriser le lien entre elles, et ceci sera annoncé dans la première quinzaine du mois d'octobre, avec un plan dans lequel on verra, autour des professions rassemblées, un monde économique qui sera également encouragé dans la collaboration avec nous, et on verra également des chercheurs et des universitaires. Et enfin, 3e point, nous avons l'intention d'avoir une politique de communication active, car aujourd'hui, il faut penser global. La sécurité privée, ce n'est pas simplement la surveillance humaine. On est d'accord. C'est un monde, certes, où la surveillance humaine a un poids économique et social que, bien évidemment, nous devons considérer, mais, encore une fois, le moteur réel de la croissance de ce qui se prépare pour les 20 prochaines années est dans l'émergence d'une nouvelle technologie et d'une nouvelle approche. Le vrai sujet, est-ce que demain nous serons prisonniers et dépendants de l'intelligence artificielle, ou est-ce que nous sommes capables, tous ensemble, de bâtir une intelligence collective qui puisse être le contrepoids de l'intelligence artificielle? L'une des vraies questions, c'est le lien entre l'humain et la technologie. Où sera l'homme dans un processus d'automatisation des process et de la vie au quotidien? Alors, si nous parlions des mots de la profession, mots MAUX, avec votre regard avisé et perçant, il y a ce problème d'absence de réglementation qui remonte de partout. C'est un réel débat. Comment vous vous situez? Quels sont les progrès à faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre des mois qui arrivent? Alors, je ne me situe pas sur ce terrain-là, que je réserve évidemment aux organisations patronales qui, chacune,
ont des projets, des idées et vont faire le lobby nécessaire. Je peux me situer au niveau sociétal. Je crois qu'il est indispensable aujourd'hui d'être lucide. L'État ne peut plus, ne sait plus, ne veut plus, n'a plus les moyens, dans certains cas, de faire face à un certain nombre de missions. Il se donc tourne naturellement vers le secteur économique qui peut apporter tout ou partie de ces réponses. On focalise très souvent sur les hommes, mais l'État achète aussi de nombreuses solutions et produits technologiques. Et d'ailleurs, de ce point de vue, la Fédération va entretenir des liens avec le monde industriel. Car la vraie filière qui se dessine devant nous demain, c'est une filière industrielle et de services de la sécurité. Et non pas, comme on pourrait le craindre, une filière simplement de forte intensité de main-d'œuvre qui conduirait les agents de sécurité à se mêler essentiellement dans une partie de notre économie sans bénéficier de l'effet dynamique de l'ensemble. Ceci veut dire en clair que nous avons certes besoin de réglementation sur ce qui est fondamental. Oui. L'État a raison quand il souhaite que des femmes et des hommes qui interviennent, notamment sur le terrain et parfois en lien avec des missions sensibles, aient un agrément. Il a raison quand il souhaite que ces entreprises soient également agréées et contrôlées. Mais l'État ne peut pas contrôler l'ensemble de la filière économique. Et d'ailleurs, il ne le fait pas. Et d'ailleurs, j'observe que même des domaines qui sont sensibles, comme les drones, comme les robots, comme la cyber-attaque ou la cyberintelligence, sont des domaines dans lesquels il peut y avoir des doctrines d'usage, d'emploi fixées par la réglementation. Mais en aucun cas, un cadre général qui mettrait derrière chaque entrepreneur un gardien de l'État pour vérifier ce qu'il fait. C'est, je crois, impossible. Donc il faut que nous soyons raisonnables. Il faut de la réglementation, mais uniquement là où elle est utile et dans des conditions qui correspondent aux poumons de la vie économique. Une réglementation qui est en dehors de la réalité vécue par les entreprises n'a aucun impact. Et tôt ou tard, le monde de l'économie s'en affranchit. Une réglementation pensée avec la filière, parce qu'il y a le sens des responsabilités, le sens de l'intérêt national, est une réglementation qui marche. Des efforts ont été faits avec le CNAPS. Ils vont dans le bon sens. Il faut encourager. Et le CNAPS doit travailler, de mon point de vue, de plus en plus en lien avec le tissu économique. Mais de là à penser qu'il a la capacité aujourd'hui, et si on les interroge, ils répondent de manière très sincère, de contrôler l'ensemble de la filière économique, relève tout simplement d'un rêve qui ne verra jamais le jour. Réalité. D'accord. Alors, dans ce lien entre l'État, le public et le privé, quelque part, dans le rapport Taureau-Fauvergue, les députés préconisaient plusieurs mesures qui visaient à renforcer la qualité de la coproduction de sécurité entre justement les forces de sécurité de l'État, que sont la police et la gendarmerie nationale, entre autres, la police municipale et les sociétés de sécurité privées. On a vu qu'il y a eu un point mort là-dessus. Est-ce qu'il y a des signes... Vous avez déclaré vous-même qu'il y avait des signes de regain et d'intérêt sur ce dossier. Quels sont les signes, encore une fois, à court et moyen terme? Je crois que l'État est conscient, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, qu'il a besoin de solutions nouvelles, avec un appui de cette filière économique. Il raisonne très souvent en pensant aux femmes et aux hommes sur le terrain. Et la perspective des Jeux Olympiques de 2024 le conduit à évidemment imaginer un processus qui faciliterait un travail en coopération avec l'État. Il parle moins de l'appel aux technologies, or elles vont jouer un rôle considérable. Qui sait aujourd'hui, en 2024, dans quelles conditions notre pays va se trouver? Serons-nous exposés davantage à une menace terroriste? Serons-nous dans un climat social apaisé? Notre pays sera-t-il en capacité d'accueillir ces Jeux dans des conditions qui sont celles que nous observons aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Les drones vont peut-être jouer un rôle considérable. La vidéo intelligente avec la reconnaissance faciale sera peut-être dans notre quotidien. Les robots vont peut-être participer à des processus qui permettront de détecter des menaces éventuelles. Mais là, vous êtes à 2024. Donc, oui, je suis à 2024, c'est demain. À court terme. C'est demain. À plus court terme. Dans les 2 années à suivre. Il faut que par la loi, on simplifie dans notre réglementation ce qui ne marche pas et que l'on crée des mécanismes qui permettent de donner aux entreprises de sécurité, mais pas simplement dans la surveillance humaine, sur l'ensemble de la filière, des repères clairs. Et surtout, que l'on parle de ce qui souvent est écarté, c'est-à-dire de la dimension économique. Quand l'État appelle le secteur de la sécurité privée en appui, quand il indique combien il va falloir se préparer à des échéances importantes, préparer, former, organiser des hommes, ou peut-être imaginer des solutions techniques, il le fait dans un cadre où on doit inévitablement à un moment se poser la question. Les entreprises auront-elles intérêt à entrer
économiquement dans cette relation quand on sait que, malheureusement, souvent, la politique de l'achat public et tout ce qui est autour de cette politique tire plutôt les prix vers le bas, le marché dans des conditions difficiles. Il faut qu'un entrepreneur ait des raisons d'investir dans cette relation nouvelle que nous appelons de notre vœu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien le concept du continuum, qui est essentiel, est un concept qui va avoir du mal à vivre parce que les entreprises ne seront pas en capacité d'avoir un véritable intérêt. Et si vous me permettez, Alexandre, un dernier point, je crois que la loi doit créer les conditions d'une véritable définition de compétences pour les entreprises. Nous avions fait à l'époque une proposition pour que l'on considère dans notre pays les espaces dans lesquels des entreprises interviennent, que ce soit avec du matériel ou avec des hommes, en fonction de la nature des risques. Et que les entreprises, un peu comme on pourrait l'imaginer dans d'autres métiers, est en quelque sorte des étoiles, et que selon la nature de leur organisation, les moyens qu'elles sont capables de mettre en œuvre, leur niveau de compétence, leur ouverture aux technologies, elles puissent avoir 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et que l'on ouvre ainsi des parts de marché en fonction des étoiles dont disposent ces entreprises, ce qui nous éviterait d'avoir des appels d'offres parfois extrêmement curieux, ou sur des sites extrêmement importants, y compris pour la sécurité nationale, on voit en compétition des acteurs de taille totalement inégale et qui ne sont pas parfois en capacité d'apporter les moyens, mais qui sont par contre en capacité de produire un prix très attractif. Vous venez de me dire il y a quelques instants qu'il faut regarder ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui ? Ce qui ne marche pas, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est une réglementation qui parfois est en décalage de la vie économique du pays. Mais nous y travaillons, et notamment avec le CNAPS, pour que les contrôleurs sur le terrain soient davantage formés et rompus à la vie d'une entreprise. Le contrôle est nécessaire, mais il doit porter sur ce qui est essentiel. Le contrôle ne doit pas être un contrôle simplement administratif qui va pointer par exemple le fait que telle carte ne porte pas telle mention ou que tel habit ne correspond pas exactement à la réglementation. Ce n'est pas de cela dont nous souffrons. Ce dont nous souffrons, c'est de l'existence sur le terrain parfois d'un certain nombre de structures qui sont en marge de la loi, qui ne disposent pas d'agrément, qui néanmoins pratiquent une activité légale. Il faut éradiquer cette situation. Ce dont nous souffrons parfois, c'est d'une offre économique qui enchaîne, fait intervenir tantôt des acteurs qui sont dans le respect de la loi et d'autres qui, par la chaîne d'une sous-traitance mal contrôlée, mal structurée, produisent des effets pervers et du travail illégal. Ce qui ne marche pas parfois, c'est que, quelle que soit la taille de l'entreprise et les garanties qu'elle apporte, elle peut intervenir dans le marché. Et de ce point de vue, je soutiens la réflexion que nous avions portée d'ailleurs SNES et USP, que porte également le groupement des entreprises de sécurité aujourd'hui, de réfléchir à une garantie financière permettant d'apporter justement peut-être un éclairage nouveau par la loi. Je soutiens les efforts qui sont faits pour lutter contre la sous-traitance, mais il faut que nous ayons sur toutes ces questions une vision très, très lucide, car parfois les mots que nous dénonçons sont alimentés par les acteurs du marché eux-mêmes aujourd'hui. Il y a une forme de schizophrénie ambiante qui est terrible. Donc il faut que nous soyons capables de faire déjà un travail sur nous-mêmes et ensemble de définir des principes sur lesquels nous pouvons avancer au-delà des querelles, au-delà des égos, au-delà des frustrations, parce qu'il s'agit de l'intérêt général de la filière. Le futur de cette filière, de ce secteur, c'est aussi l'humain. On en parlera avec la nouvelle technologie tout à l'heure, mais c'est donc d'attirer davantage de jeunes. Beaucoup mettent en exergue les problèmes de filière de formation. D'abord, quelles sont les compétences requises aujourd'hui et comment va progresser cette filière en termes de formation? C'est ce qui intéresse les jeunes qui, éventuellement, pourraient être attirés par la sécurité. C'est un des sujets sur lesquels la Fédération va se pencher, non pas pour, encore une fois, entrer en compétition avec les réflexions qui sont faites par les uns et par les autres, mais pour essayer d'imaginer une politique attractive. Parce que nous avons ce problème principalement dans la surveillance humaine, mais nous avons besoin aussi de femmes et d'hommes dans le monde de l'installation, des technologies et pour toutes les applications dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faut, à mon sens, faire un vrai diagnostic de l'offre de formation qui existe aujourd'hui sur l'ensemble des métiers sur le territoire national. Il faut que nous soyons capables d'imaginer un campus dans lequel les uns et les autres, forts de tout ce qui a été fait et parfois bien fait dans certains secteurs, nous puissions apporter une vision commune avec des référentiels communs. Moi, je suis très surpris de voir qu'une profession comme les agents de recherche privés, par exemple, ont été les premiers
à la Fédération, a créé avec l'appui de l'État, l'École nationale supérieure de la police, un centre de formation pour préparer évidemment au métier de la surveillance de personnes. Je suis très attentif à ce que font un certain nombre d'acteurs dans le monde des technologies pour rechercher, préparer, former des femmes et des hommes dont ils ont besoin dans le développement de leur technologie. Et je suis très intéressé aussi quand je vois dans le transport de fonds, dans la sûreté aéroportuaire, les progrès considérables qui ont été faits. Dans la surveillance humaine, nous avons plus d'1 millier d'organismes de formation sur le territoire national. Ils ont tous le droit de vivre. Mais ce marché peut-il aujourd'hui continuer à vivre si on ne crée pas un cadre global dans lequel au moins tous ces organismes, sur un marché libre, obéissent à un cahier des charges clair, ont des référentiels partagés et surtout travaillent en lien avec la filière pour, une fois la formation acquise, trouver véritablement un emploi. D'accord, mais on connaît ce problème depuis longtemps de la formation et on en est toujours dans l'imagination. La maturité n'est pas encore au rendez-vous. Il n'y a rien d'acté. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien d'acté. Il existe des référentiels pour toutes les professions réglementées et pour toutes les qualifications définies dans les métiers repères, notamment, de la profession. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a eu des efforts considérables qui ont été menés à des rythmes différents par un certain nombre d'organisations. Il y a un projet porté par Alain Juillet auquel j'accorde vraiment beaucoup d'intérêt, le campus européen à Lyon. Et je pense qu'il faudrait se saisir de cette volonté qui est portée aujourd'hui aussi par le pouvoir politique pour essayer de fédérer toutes les initiatives multimétiers qui existent dans notre filière et les intégrer dans un cadre qui n'a pas pour objectif d'étouffer les entreprises, mais simplement de leur permettre de donner une culture partagée, identique, quelles que soient les circonstances. Pour terminer cette première partie, je vais vous demander d'être bref. Encore une fois, je m'incline devant vous, voyez-vous. La formation, c'est une chose. Ce qui est important pour les jeunes qui arrivent sur le métier, c'est les salaires. Le salaire horaire des agents de sécurité en 2019, à équivalence de niveau, un agent de sécurité est moins bien payé qu'un agent d'entretien. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Personnellement, j'ai été de ceux à la tête de l'USP qui se sont battus dans les 24 derniers mois pour proposer à mes confrères un plan, je me souviens d'ailleurs que cela avait fait beaucoup de bruit, de revalorisation des rémunérations de 10%. Ouais. J'ai bien compris à l'époque que, même si j'avais entendu une voix favorable au sein de ma propre organisation, les conséquences économiques de cet impact sur les résultats d'exploitation avaient fait reculer tout le monde. Il appartient au GES de répondre à la question que vous m'avez posée, car c'est lui maintenant qui est en charge du dialogue social et c'est lui qui doit porter le projet social. Et je pense que Frédéric Gautet et son équipe vont, dans les mois qui viennent, proposer aux partenaires sociaux une nouvelle vision, une nouvelle architecture. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Ce que je peux vous dire, et en restant dans mon rôle, celui de la fédération, c'est qu'il n'y a pas d'avenir pour l'ensemble de notre filière si nous ne créons pas une politique d'emploi attractive. Si nous ne créons pas les conditions de statut améliorées, et si nous n'avons pas dès aujourd'hui la vision que les femmes et les hommes que nous employons vont vivre dans un monde différent qui va exiger des compétences nouvelles, qu'ils vont s'imposer plus comme des femmes et des hommes, augmenter des technologies qui vont être mises à leur disposition, penser que leur avenir peut, à partir de ce moment-là, être finalement indexé au SMIC est purement et simplement irresponsable. Oui, d'accord. Je crois que le premier stade d'un agent de sécurité qualifié touche 1 500 € et 30 centimes. Ce sont des femmes et des hommes qui font un travail remarquable et qui méritent le respect. Très souvent, ils sont pointés tort quand des difficultés interviennent dans les entreprises. Il y a 2 réflexes naturels, vous savez, c'est très souvent la sécurité ou très souvent la propreté. Moi, je salue l'engagement de ces femmes et de ces hommes parce qu'ils font un très beau métier et pour beaucoup d'entre eux sont passionnés. Mais il faut leur offrir un nouveau cadre. Et pour offrir un nouveau cadre, il faut que la profession elle-même, dans sa diversité, parvienne à neutraliser ce qui l'a opposé aujourd'hui dans cette compétition totalement suicidaire et qu'elle soit capable de s'élever pour, au-delà du résultat d'exploitation immédiat, qui est important pour un chef d'entreprise, je suis moi-même un entrepreneur, je le comprends, est une vision d'avenir. Car nous avons partout aujourd'hui des problèmes de ressources. Et par conséquent, il faut se mettre rapidement à la tâche. Mais je fais confiance au groupement des entreprises de sécurité pour réussir ce challenge. Pour terminer en 2 mots, donc en ce qui concerne la formation et le salaire horaire, on ne peut pas donner de garantie à court terme. Il y a une volonté, mais il n'y a pas de garantie encore. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question, non pas parce que je veux l'écarter, mais parce que je ne suis pas légitime
pour vous indiquer quelle sera la politique sociale du groupement des entreprises de sécurité. À votre niveau, les réponses. Très bien. Ça en est terminé pour la première partie, en tout cas, de cette grande interview d'Agora News Sécurité avec notre invité Claude Tarlet. On se retrouve tout de suite pour la deuxième. Deuxième partie de la grande interview d'Agora News Sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Claude Tarlet pour cette émission. On a parlé de beaucoup de choses, mais il reste encore un certain nombre de sujets à évoquer avec vous. Cet automne, nous aurons la mise en place des premiers agents armés qui sera effective. Sur les 170 000, je crois que c'est ce chiffre, agents de sécurité, vous avez dit lors d'un interview à TF1 que quelques centaines auront le droit d'être armés sous le contrôle de l'État. Quel sera le chiffre exact? Je ne le connais pas, parce que c'est l'État notre interlocuteur dans ce domaine. Ce que je peux vous dire, c'est que... L'automne, c'est demain, donc on oui, sait toujours pas. Vous savez, ça passe par d'abord un processus de certification de ceux qui auront la qualité pour former les agents de sécurité armés. Et là, nous sommes encore dans la phase où tout ceci se met en place, après une longue période de maturation des pouvoirs publics. Je crois que de ce point de vue, l'État est parfaitement responsable. Il est prêt à ouvrir à des entreprises spécialisées la capacité de répondre à des demandes avec des agents armés, mais il souhaite que ce soit parfaitement encadré. Bien sûr. Il souhaite que ces entreprises aient un statut spécifique, que leurs dirigeants soient évidemment parfaitement en capacité de jouer ce rôle, mais surtout, et c'est important, que les femmes et les hommes qui vont faire évidemment ce travail répondent à tous les critères psychologiques et opérationnels nécessaires. J'ai dit d'ailleurs dans la même interview que je considérais que c'était dans un premier temps un espace naturel pour des femmes et des hommes ayant un parcours, soit dans la police, soit dans la gendarmerie, soit dans l'armée, soit dans les services de renseignement. Je le pense sincèrement, car imaginez que nous ayons demain, dans l'ouverture de ce nouveau marché, un incident en raison de l'insuffisance de la formation ou du contrôle des capacités des agents sur le terrain, pour l'État comme pour la profession, ce serait un dégât d'image. Combien y aura-t-il demain de femmes et d'hommes qui interviendront sur le terrain avec cette capacité de porter une arme? C'est l'État, il le dit, qui va fixer les territoires sensibles dans lesquels cette intervention peut être utile. Et dans les négociations qui ont eu lieu avec les représentants de la profession, j'ai indiqué quelques centaines, certains disaient qu'à terme, 2 ou 3 000 personnes pourraient être... D'ici combien de temps? Peut-être 2 ou 3 ans. D'accord, ça serait la nécessité, ça, 2 000 à 3 000 En tout cas, c'est celle qui apparaît aujourd'hui dans les échanges qui ont pu avoir entre la puissance de l'État et bien évidemment les organisations qui ont traité de ces questions. Tout dépend aussi du niveau de la menace. Car notre pays est pour l'instant, et nous nous en félicitons, plutôt apaisé en tout cas. Là, vous parlez en termes de terrorisme. Oui, mais je parle en termes de terrorisme, mais bien souvent, c'est le terrorisme et la menace terroriste qui entraînent la réflexion de l'État. Il n'a jamais été question de mettre des agents armés dans les centres commerciaux au contact du public. J'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu beaucoup de choses. Mais en tout cas, pas à ce niveau-là. Je crois que ça se fera progressivement en fonction de la maturité, d'une part, de la profession, qui doit s'organiser et trouver un statut particulier, en fonction aussi de l'opinion publique, qui accueillera avec plus ou moins, évidemment, de confiance, le développement de cette offre privée armée sur le terrain. Et puis, il y a les clients, c'est-à-dire ceux qui vont payer in fine ces prestations, quand il ne s'agit pas d'une commande publique. Sont-ils prêts aujourd'hui à mettre les moyens nécessaires pour avoir des agents qui soient payés dans des conditions qui n'auront évidemment rien à voir avec les conditions traditionnelles d'un agent de sécurité? Le débat est ouvert. Donc je pense que oui, il faut que la profession s'engage et soit en capacité d'offrir véritablement des solutions sur ce terrain, mais il faut qu'elle le fasse avec prudence, j'en suis convaincu. Ce n'est pas un métier comme les autres, ce n'est pas le prolongement de la surveillance humaine, je ne le crois pas. Alors, on parlait de terrorisme, mais dans le cas des Gilets jaunes, on a été quand même, la France a été assez agitée à ce niveau-là. On a vu l'intervention, nombreuses interventions d'agents de sécurité qui ont sauvé des commerces, qui étaient même à la limite pas ceux qui le défendaient. Par contre, alors on ne parle pas d'armes de poing là, mais ils sont complètement démunis en termes de protection. En ce qui concerne le Fouquet's à Paris, il y avait des agents de sécurité, ils sont là pour être présents, ils ne peuvent rien faire et ils n'ont aucune protection. On progresse à ce niveau-là? Je pense que le groupement des entreprises de sécurité a dans son projet la volonté d'abord de faire reconnaître un statut
aux agents de sécurité. C'est en tout cas ce que j'ai partagé avec mes confrères et c'est ce que je lis de leur volonté. C'est une bonne démarche. Il faut aller dans ce sens. Il faut aussi faire en sorte que ces agents, quand ils sont exposés à des risques, soient en capacité de se protéger. Défendre, bien sûr. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre de textes qui vont être pris, ou certains d'ailleurs existent, il convient de mettre en œuvre les modalités d'exécution. Ceci aussi va dans le bon sens. Et le groupement des entreprises de sécurité va jouer, je pense, son rôle pour que ceci voie le jour. Et puis enfin, il y a les agents de protection physique de personnes qui sont organisés au sein de la fédération de manière spécifique. Nous avons deux organisations, une organisation qui couvre le champ national et une organisation qui couvre le champ international, car nous avons des entreprises qui sont spécialisées sur l'ensemble du globe et qui viennent en appui à la fois de dirigeants d'entreprises, mais aussi d'infrastructures critiques. Ce statut a beaucoup évolué par la loi au cours des derniers mois et ils sont aujourd'hui en capacité, les textes le permettent, d'être armés sous certaines conditions. Ils ont joué un rôle très important pendant la période aussi des Gilets jaunes, en appui notamment des médias. Les journalistes. Voilà. Et donc, je veux rendre hommage ici. Enfin, par leur brassard, ils n'avaient pas grand-chose quand même. Non, mais ils sont dans une mission différente de celle de l'agent de sécurité dont l'objectif était de sécuriser pour éviter évidemment la pénétration de casseurs potentiels à l'intérieur d'espaces. Et je dois dire que si les entreprises privées de sécurité ne s'étaient pas mobilisées comme elles l'ont fait pendant la période des Gilets jaunes, les dégâts pour le commerce, pour l'économie, aurait été beaucoup plus considérable. Et là aussi, il faut, quand on parle de la sécurité humaine, toujours mettre en évidence qu'ils sont souvent, ces femmes et ces hommes, exposés à des situations de risque qui méritent que nous considérions leur activité avec beaucoup plus de respect. Et très souvent aussi, le débat qui oppose les entreprises qui interviennent et qui se spécialisent dans la gestion de ces moments de risque est un débat économique face à des clients qui parfois mettent les moyens nécessaires, mais parfois aussi ne les mettent pas assez. Il y a donc un partage nécessaire entre les uns et les autres pour que nous arrivions à trouver le point d'équilibre qui permet de recruter des femmes, des hommes adaptés, ayant un avenir et des possibilités d'évolution. Vous savez, ce dont souffre globalement la filière, sauf dans des métiers qui sont les métiers de l'intelligence, des technologies, peut-être d'ailleurs du transport de valeur, et quelques métiers spécialisés comme la protection physique de personnes ou les agences de recherche privées, c'est une ambition. Nous avons besoin pour cette filière d'une véritable ambition. Et nous avons besoin dans cette ambition de considérer que les femmes et les hommes que nous allons employer dans tous les métiers doivent pouvoir évoluer d'un métier à l'autre avec beaucoup de mobilité, avec des perspectives. Il faut communiquer sur la chaîne globale. Je rencontrais il y a peu de temps les dirigeants qui, aujourd'hui, dans ce pays, se préoccupent de la supply chain. La supply chain est un des grands enjeux pour la sécurité de demain. Ce que cherche chaque entrepreneur aujourd'hui, dans le monde de la sécurité, comme dans le monde économique, c'est un véritable accompagnement dans la gouvernance des risques globaux et dans la construction d'une véritable résilience au cœur des opérations. Voilà, quand on parle de la sécurité en France, quel doit être le message. Et voilà comment on doit construire un véritable projet collectif dans lequel nous allons avoir de la compétence, des technologies, des ressources qui vont se transformer. Les femmes et les hommes de demain ressembleront à des femmes et des hommes augmentés. Je le dis une nouvelle fois, ils vont vivre dans un autre environnement. La responsabilité qui est la nôtre, c'est de les préparer à cette mutation numérique, digitale, qui va transformer tous les modèles de nos sociétés et qui fera que nous allons entrer dans une nouvelle ère. Il serait temps, parce que ça a déjà débuté, on va en parler dans quelques instants. Juste avant, j'ai une question à vous poser en ce qui concerne l'économie de ce marché, de la sécurité, qui est un marché qui est en hausse de 3,2% environ depuis 2010. Mais quand même avec un fléchissement depuis les attentats. Quels seront justement les axes futurs pour essayer de retrouver une courbe positive, plus positive en tout cas, et retrouver une vraie rentabilité? Le marché dont vous parlez est celui de la surveillance humaine. En général? En général, dans le monde de l'intelligence, de la cyber, des technologies, la courbe est quand même plus favorable. Sans problème, oui. Plus favorable. Ouais. Je répète, le cœur de la croissance, la création de valeur est dans le monde de l'intelligence et des technologies aujourd'hui. Dont on parlera dans un instant. La tension, les difficultés sur l'humain. Sont dans le monde de la surveillance humaine. Il appartiendra, et c'est tout l'enjeu de l'unité que nous avons voulu entre le SNES et l'USP,
Il appartient au groupement des entreprises de sécurité d'imaginer ce que doit être maintenant l'avenir de cette filière de la surveillance humaine et de trouver, avec l'État, comme avec le monde de l'économie, de nouvelles passerelles, un nouvel équilibre. Mais cela suppose aussi, Alexandre, que tous les acteurs de la surveillance humaine, et ils sont très différents, ils sont parfois très grands, ils sont parfois de pure players, parfois des multiserveurs, il y a beaucoup d'entreprises intermédiaires, beaucoup de moyennes entreprises, elles sont très souvent très nichées, très ancrées, très agiles dans les territoires, et elles se préparent de plus en plus à évoluer quand elles le peuvent vers des offres globales. Mais il n'y a pas aujourd'hui, entre toutes ces entreprises, dans la pratique des offres sur le terrain, une véritable harmonie. Alors oui, la concurrence doit exister, mais quand parfois on observe des mouvements de concurrence qui tirent évidemment vers le bas, on est légitimement inquiet par la capacité collective de créer de la valeur en élevant justement le niveau de l'offre. Donc ça passe par une maturité, ambition et maturité. À ce propos, il y a une réelle guerre des prix. C'est un problème, ça. Bien sûr. Ça tire vers le bas. Bien sûr. J'espère que le groupement des entreprises de sécurité, c'est en tout cas ce qu'il porte, réussira à mettre un terme à cette situation. Il y a une voie à prendre Il leur appartient de trouver le chemin. Ouais, mais moi, je n'ai pas de conseils à donner à quiconque. J'ai votre pendant très longtemps piloté, vous le savez, les organisations professionnelles de la surveillance humaine. Je les ai vues grandir, évoluer. Ouais. Je les ai vues parfois aussi se nourrir de contradictions extrêmement fortes. Je pense que ce qui fait défaut, je l'avais dit vraiment il y a de cela quelques années, c'est un vrai projet collectif, une vraie ambition collective. Il faut qu'il y ait une correspondance entre les déclarations, les discours, les tribunes, les tweets et la réalité de la pratique sur le terrain. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me parlent au quotidien et qui font remonter un décalage entre le discours de certains et la réalité de la pratique observée. Donc, il faut vraiment plus de responsabilité et comprendre que ce n'est pas en tirant de manière presque irréversible vers le bas que l'on peut créer de la valeur et offrir à des femmes et des hommes un avenir. Alors, est-ce qu'il y a un chemin? Oui, si en effet, la volonté aujourd'hui, parce que nous avons réussi l'unité, est de mettre un terme à ces pratiques et de tirer évidemment l'ensemble de la filière vers des standards qui seront imposés à chacun. Alors, pour beaucoup de sujets qu'on a abordés depuis le début de cette émission, vous me dites qu'il va falloir imaginer, il va falloir imaginer, il va falloir imaginer. Je note, j'ai l'impression que dans cet univers, il y a quand même un manque de réactivité certain. Ah, mais dans cet univers, il y a un manque d'ambition depuis très longtemps. Et donc, cette difficulté qui fait que s'opposent sur le terrain un certain nombre d'acteurs qui, en réalité, pris dans les logiques économiques que je comprends, ne parviennent pas à définir et à construire ensemble un avenir dans lequel, effectivement, les uns et les autres trouvent de la valeur, est un problème. Mais encore une fois, on le trouve davantage dans la filière humaine que dans les métiers émergents. Moi, je découvre, j'ai un peu plus de temps maintenant, je suis un retraité de la surveillance humaine, donc je m'intéresse. Retraités actifs, ce sont généralement des femmes et des hommes qui peuvent encore apporter peut-être un peu d'énergie et d'expérience à la réflexion collective. Mais je me considère en effet comme un retraité de la surveillance humaine et je laisse à d'autres le soin d'écrire l'histoire. Je suis donc davantage dans le monde de l'intelligence, des technologies et des nouvelles applications que je vois sous mes yeux. Et je rencontre des mondes qui ne vivent pas du tout de la même manière. On est d'accord. Qui ont une vision partagée, qui ont des réflexes de solidarité. Ça va très vite, une grande réactivité. Et ils pensent fondamentalement business. Aujourd'hui, les entreprises ne se reconnaissent pas parfois dans les corps intermédiaires. J'ai été le dirigeant pendant très longtemps de corps intermédiaires et j'en parle ici très librement. Depuis plusieurs années, nous avions de plus en plus de difficultés, dans notre métier comme dans d'autres, d'être parfaitement synchro avec les attentes des entreprises. Ce que pensent les élites et ceux qui ont le jeu institutionnel entre les mains, et ce que pense la réalité des entreprises sur le terrain est parfois très différent. C'est en cela que le modèle de la fédération va casser les codes. Car d'un côté, nous accueillons des organisations institutionnelles, et elles doivent jouer leur rôle, notamment sur le terrain social, je le répète. Mais en même temps, nous allons dans les ateliers accueillir des entreprises transverses qui vont produire de la réflexion et qui vont nous aider à garder de manière très concrète les pieds sur terre. Il n'y a pas d'avenir dans des métiers qui sont en construction comme les nôtres sans une écoute réelle des entrepreneurs
et notamment dans les territoires. Alors, les nouvelles technologies, pour relancer la courbe et retrouver de la rentabilité, justement, est-ce que ce n'est pas une aubaine? Il y en a de plus en plus de nouvelles technologies dans la sécurité. On va prendre l'exemple du casino d'Anguin, propriété du groupe Barrière, et premier casino de France en termes de fréquentation et de revenus, qui non seulement fait désormais l'objet d'une convention qui lui délivre le label Sécuricite, mais et qui, en termes de sécurité, devrait bientôt voir l'installation du premier accès biométrique avec reconnaissance faciale. Ça, c'est un grand sujet dont on parle beaucoup. Est-ce que la reconnaissance faciale va se développer dans d'autres secteurs? Je suis convaincu que nous sommes à l'aube du développement de la reconnaissance faciale dans de nombreux domaines. Alors bien évidemment, c'est un vrai sujet de société. Il y a derrière cela un enjeu de liberté individuelle, de liberté collective. Il faut donc bien évidemment que la loi encadre un certain nombre de dispositions. Mais vous savez, l'économie, le marché progresse très très vite. Et parfois, dans ces développements, et on le voit à l'échelle planétaire, s'affranchit d'un certain nombre de règles que les États pensent encore souverains pouvoir opposer. Mais nous vivons dans un monde totalement ouvert, où la relation est immédiate, où les réseaux permettent de se déplacer avec une très grande mobilité, où le pilotage des data, qui est notre véritable enjeu de demain, va permettre en tout point du globe et tout point du territoire de maîtriser de l'information, et parmi cette information, des images. Donc, nous avons besoin d'une réflexion sur ces questions, et d'ailleurs, il y a des experts et des entrepreneurs de grande qualité qui, aujourd'hui, y travaillent, d'une réflexion qui soit responsable. Oui, nous aurons besoin de mieux traiter les informations dont nous disposons et d'assurer, y compris à ces informations, la sécurité nécessaire, parce que sans sécurité dans le traitement et le pilotage de ces informations, ce sont des pans entiers de notre économie nationale qui peuvent se trouver demain fragilisés. Oui, nous aurons besoin de mieux exploiter l'image, non pas pour évidemment espionner le citoyen dans son quotidien, mais pour être en capacité de disposer d'une information qui permette de l'analyse prédictive, nous n'en avons pas parlé, mais c'est un des grands enjeux de la filière de demain, et permette aussi de manière réactive de trouver où et comment les responsables des actions qui ont été menées peuvent être recherchés. Donc l'intelligence va, elle aussi, traverser l'exploitation de l'image. Avant de voir les autres progrès en termes de nouvelles technologies, je voulais vous poser une question concernant l'opinion publique, aussi bien pour les agents armés que pour cette histoire de reconnaissance faciale. Est-ce que vous faites des sondages? Est-ce que vous allez au contact du grand public pour savoir comment c'est perçu, comment ça progresse? On sait qu'à une époque, tout le monde était opposé aux agents armés, puis à la reconnaissance faciale. Est-ce que ça évolue dans les mentalités des Français? Alors, Alexandre, c'est une excellente question, puisque Merci. je peux ici vous annoncer que la Fédération va présenter pour la première fois, autour du 20 septembre, un sondage national réalisé avec l'IFOP sur la vision du citoyen dans ce développement des nouvelles technologies associées à l'homme. Nous avions fait quelques sondages de ce type au niveau de l'USP, mais évidemment très orientés vers la surveillance humaine. J'ai souhaité, avec mon équipe, que nous puissions faire un sondage maintenant national qui pose la question dans sa globalité. Car finalement, c'est de sécurité globale au quotidien dont nous allons parler. Ce sondage sera publié sous peu, ce sera le premier de la Fédération française, et nous avons décidé de faire ainsi, à intervalles réguliers, un baromètre de la sensibilité de l'opinion publique par rapport à ce développement. Vous savez, Alexandre, il n'y aura pas annuel et sur certains sujets peut-être semi-annuel, si cela est nécessaire. Il n'y a pas d'avenir pour la filière économique de la sécurité privée sans un vrai défi de communication et d'explication avec l'opinion publique. Juste un tout petit détail, c'est un sondage sur combien de personnes? Un sondage qui va porter sur 7 à 8 000 personnes qualifiées et il sera secondé par un sondage qui traitera plus particulièrement du monde des entreprises. Bon, donc c'est un sondage important. On est quasiment arrivé à la fin de cette émission, mais on va continuer à développer cette histoire de nouvelles technologies. Quelles sont les autres, justement, nouvelles technologies qui vont faire évoluer la profession? Et aussi, je voudrais savoir quels sont les liens que vous entretenez, que l'univers entretient avec toutes ces startups brillantes, talentueuses qu'on a en France, ou à l'étranger d'ailleurs, ou des PME qui développent des solutions liées à la Sécu. Nous avons décidé, au niveau de la Fédération, mon équipe et moi-même, d'accueillir parmi nos partenaires un certain nombre de clusters qui regroupent des startups innovantes
et qui traite justement de l'évolution, ou plutôt des applications neuves d'un certain nombre de produits et de solutions à la sécurité. Je crois que c'est important que nous ayons ce lien en permanence avec le monde qui produit, qui imagine et qui bouge. Et c'est d'autant plus important que nous avons des talents en France. Nous avons des entreprises de petite et moyenne taille qui sont extrêmement innovantes. Ouais. Je veux les encourager au niveau de la fédération. La fédération doit porter, c'est son nom, Fédération française des entreprises de sécurité privée. Un de mes rôles essentiels, c'est de promouvoir le talent des entrepreneurs français. C'est de leur permettre d'être en effet visibles et dans des moments importants, comme ceux que nous allons vivre, les JO de 2024, de permettre à ce tissu des entreprises patrimoniales, spécialisées notamment dans les événements, mais pas simplement dans la surveillance humaine, qui vont apporter des solutions en termes de produits, en termes de surveillance, de leur offrir la possibilité d'être véritablement en lien direct avec ceux qui ont besoin. Elles sont souvent les sous-traitants de groupes beaucoup plus importants qui n'ont pas nécessairement le savoir-faire et qui les achètent pour effectivement, dans ces circonstances, faire le job. Eh bien moi, je veux qu'on revienne à la vérité économique et que l'entreprise soit au cœur de nos préoccupations et que l'entrepreneur qui réussit et qui sait faire soit valorisé et puisse avoir un avenir économique. Alors, vous savez que nous, ici, chez Agora, nous les valorisons puisque nous les mettons en avant à l'antenne, ces jeunes start-up et PME, avec justement pour mettre en avant leurs projets, leur réussite et ce qu'ils peuvent apporter. Eh bien, j'espère que vous accueillerez celles qui nous ont rejoints et qui vont travailler avec nous à l'évolution de nos solutions. Je continue à m'incliner devant vos réponses, qui sont tout à fait parfaites. Il faut faire un lien entre Agora et la FFSP. Il faut que vous veniez sponsoriser ce programme, absolument. C'est un peu coquin de ma part, je vous le concède. Ah, ça n'est pas coquin, c'est extrêmement lucide et en tout cas, c'est notre volonté. C'est le but, c'est de les mettre en avant et de les aider pour que tout ça progresse. Pour terminer, on va terminer sur un point positif. Finalement, quelles sont les forces de cet univers de la sécurité en France? Je crois que nous répondons profondément à un besoin que la société comprend de mieux en mieux, qu'on ne peut plus, avec la seule puissance de l'État, qui est respectée et qui est dans son rôle régalien, faire face à tous les enjeux de sécurité. Et je crois que, peu à peu, l'opinion publique comprend que si nous savons nous structurer, nous offrons à leurs enfants, demain, un emploi. C'est ça l'enjeu de la fédération, c'est montrer que ce métier, celui de la sécurité dans son ensemble, quel que soit le visage qu'il prend, est un métier formidable. Je crois que c'est le titre d'une de vos émissions. Exactement. Et par conséquent, il faut pousser cela. Jolie fin, Claude Darlet. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la grande interview d'Agora Mag en toute sécurité. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les autres interviews sur le site internet et cette page agoramag-sécurité.fr/360°/ toutes les interviews depuis au moins un an, eh bien, en face à face, comme ça, sont disponibles. Merci à la Dream Team Agora, à la production et à la réalisation. Rendez-vous très vite pour un autre face à face, justement. En attendant, prenez soin de vous.